On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. La semaine dernière, on le recevait et on poursuit aujourd'hui. Il était en Russie en février-mars, avant le début de la pandémie, pour un grand voyage au lac Baïkal, Moscou, Saint-Pétersbourg. Et on continue sur cette thématique aujourd'hui, Saint-Pétersbourg, avec Paul Laforêt. La semaine dernière, on recevait notre photographe et globe-trotter adoré, Paul Laforêt, qui nous parlait de son voyage qu'il avait fait au début de l'année, avant la pandémie, donc en février-mars, du côté de la Russie. On poursuit aujourd'hui avec lui. Paul, salutations, bonjour, bienvenue. Salut. Puis, en fait, la semaine passée, en gros, ce qu'on avait dit, c'est que, tu étais resté quand même très actif en 2020. Oui, avec ton voyage avant la pandémie en Russie, tu étais allé faire un tour sur la Côte-Nord à l'été, mais ça, on va en reparler plus tard. Mais bref, tu as eu une année 2020 assez bien remplie. Mais là, on revenait un peu sur ton voyage quand même du début de l'hiver. Oui, très bien rempli parce que ce que je viens faire ici, ce que je fais en prévision pour le Journal du Canada français, les Amis de la photo, c'est devenu du temps plein. C'est pas très compliqué. Les documents que j'écris pour les Amis de la photo vont servir pour le journal. Alors, j'ai fait 26 textes pour la Russie et surtout le lac Baïkal. Ouais. J'en ai fait 33 pour la Côte-Nord. C'est beaucoup de mots, ça. Ça, c'est au-delà de... C'est à peu près 35 000 mots. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout juste avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais à micro fermé que si c'était pas du lac Baïkal, tu ne serais pas vraiment allé en Russie ou à Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, 2018... Tout part du lac Baïkal. Oui. Ouais. Ma folie a commencé du lac Baïkal, je l'ai dit la semaine dernière, en 2018, quand je rencontre Anastasia qui nous montre des photos. Et je voulais aller là parce que je trouvais ça fascinant. Ça faisait longtemps que je la connaissais par photo. J'ai marié, bien sûr, Saint-Pétersbourg que je voulais voir. L'idéal, Saint-Pétersbourg, honnêtement, même si c'est beau en hiver, il reste que quand tu as vu des photos d'été, c'est à un autre niveau. Mais moi, j'en ai profité quand même parce que Saint-Pétersbourg doit se voir en n'importe quel temps. Bon, et là, en parlant de Saint-Pétersbourg, la semaine dernière, on a abordé évidemment la cathédrale Saint-Isaac, le palais de Catherine, Kronstadt. Est-ce que je le dis bien? Kronstadt, oui. Ouais. Et je tiens à préciser une chose. Je n'ai pas vu le montage, moi, qui a été fait par Claude, là. Mais je sais qu'on a terminé assez vite. Puis, j'ai fait des photos des fameux bateaux de guerre qui sont installés au port, sur un quai. Puis, il y en a plusieurs. C'est là pour la défense, entre autres, du côté ouest de la Russie. C'est que j'ai eu une permission spéciale du gardien. Ah oui? Oui. Anastasia, je suis seul avec. Qui est ta guide? Elle est ma guide, ma belle guide d'ailleurs. Boy, que j'ai eu du plaisir avec Anastasia durant ce voyage-là. Mais je vais reparler d'elle au fur et à mesure, hein, parce qu'elle a joué un rôle très important. Vois-tu, je voulais faire des photos des fameux bateaux qui sont sur le quai. Je ne peux pas entrer sur le quai, il y a une barrière, mais il y a un gardien qui vient nous répondre, et moi, je ne parle pas le russe. C'est Anastasia qui lui a dit, écoute, il vient du Canada, est-ce qu'il peut faire une photo? Il dit, je vais faire comme si tu n'en avais pas fait. OK? Alors, ces photos-là, je les trouve extrêmement intéressantes parce qu'elles montrent quand même un attirail très important sur le bord du quai. Bon, on continue. Et quand on parlait de Kronstadt, qu'est-ce que c'est au juste? Comment? Kronstadt. Kronstadt, c'est une ville installée sur l'île de Kotlin. Et c'est Kotlin, là. Et c'est une ville qui est là pour la défense de Saint-Pétersbourg, particulièrement, puis du côté ouest, parce qu'on est installé sur le golfe de Finlande qui donne sur la... Exact. On est dans le nord-ouest de la Russie, là, pour situer... oui, à 60 degrés de latitude nord. On poursuit avec le musée russe et la forteresse Pierre et Paul. Oui. Le musée russe, là, avant un mot sur Paris, parce que j'ai eu la chance d'aller au Louvre 3 ou 4 fois, peut-être 5. Je suis allé souvent à Paris à une époque. Mais à Paris, le musée qui m'a marqué le plus, ce n'est pas le musée du Louvre, c'est le musée d'Orsay, qui est dans une ancienne gare. Quel coup d'œil quand on entre au musée d'Orsay. Et quel est le lien avec le musée russe? Le lien, c'est à cause de l'endroit qui est plus petit.
Par contre, je trouve que c'est plus à mesure humaine. Le Louvre et l'autre qu'on verra après, l'Ermitage, c'est pas gros, là. C'est énorme. Or, moi, quand j'ai passé 2 heures dans un musée, là, j'en ai... Tout à fait. C'est qu'on passe d'une image, beaucoup d'images enregistrées, hein, différentes. Bon. Mais ça ressemble à quoi, ce musée russe et la forteresse Pierre-Épaule? Le musée russe, c'est un superbe de beau musée. La grande qualité, toutes les œuvres d'art, c'est russe. Contrairement à l'Ermitage, où tu as des choses d'un peu partout dans le monde, surtout françaises et hollandaises. Et la collection d'œuvres d'art que là remonte quand même, elle part du 10e siècle à nos jours. Et on a à l'intérieur 380 000 œuvres d'art russes, dont 6 000 icônes, quand on sait les images religieuses, comment elles prennent de la place en Russie. Sculptures, toiles, objets décoratifs. Mais je tiens à attirer l'attention sur 2 sculptures. Moi, je suis un amateur de sculpture, tu le sais, et Claude a ça en image. Il y a dans le musée, je les ai en photo, il y a une baleine en bois, évidemment, c'est des sculptures en bois. Sur le dos de la baleine, il y a 5 petites bâtisses. Il y a des hommes au travail, etc., etc. Et même des vaches qu'on peut voir. C'est quelque chose de très spécial. Et ça m'a fasciné. Mais la sculpture qui m'a fasciné, m'a fait rire, c'est une pièce qui doit être en bois au moins longue comme ça, peut-être plus. Je les ai comptées la semaine dernière. C'est une 50aine de souris qui traînent un chat à son enterrement. Là, ces 2 sculptures-là, j'espère que Claude va les mettre en gros plan sur l'écran parce que je les trouve fascinantes. Et c'est brillant, là. Le chat est sur le dos, il est mort, il est sur un traîneau, et là, tu as une 50aine de souris qui le traînent. Ça fallait y penser. Qu'est-ce que c'est la forteresse Pierre-Épaule? Ah, boy, ça remonte à 1703, à la naissance de Saint-Pétersbourg, dans le fond. Ouais. Mais quand on connaît la forteresse qu'on a à Québec, c'est peut-être un peu dans le style, sauf que en réalité, elle n'a pas servi tellement. Puis pourtant, à l'époque, il faut retenir qu'on est dans une zone de marécage. Saint-Pétersbourg, je l'ai dit la semaine passée, là, on est en territoire très bas. C'est beaucoup d'îles qu'on a rassemblées. Et ici, le site, on le voit très bien d'ailleurs sur le bord de la Neva, c'est un site défensif, mais qui a assez peu servi. Et moi, j'en ai pas fait le tour parce que là, c'est énorme. J'ai pu voir le site de la rivière. J'étais debout sur la glace à ce moment-là, mais je suis allé principalement voir l'église à l'intérieur. De l'extérieur, l'église, Pierre-Épaule, semble bien, mais rien d'extraordinaire. En dedans, wow! Les couleurs. Et là, c'est... Oui, je t'écoute. Tu as envie de poser une question, là, je le sens. Non, mais Pierre-Épaule, c'est qui, ça, Pierre-Épaule? C'est Saint-Pierre et Saint-Paul, mon cher ami. Voilà. Oui, mais là, Pierre-Épaule, Saint-Pierre et Saint-Paul, cause Saint-Paul, d'ailleurs. Tu sais, c'est pas pour rien que je suis assis ici. Le musée de l'Ermitage et le musée Fabergé. Là, mon cher ami, l'Ermitage, c'est pas un musée, c'est un monde. On a mis une demi-heure avant de trouver un stationnement, parce qu'on avait notre auto, c'est Anastasia qui conduisait. Il n'y a pas de stationnement souterrain. Et l'Ermitage est en plein centre-ville, et c'est une ville dans la ville. 60 000 pièces dans 1000 salles. 3 millions d'objets dans les réserves. 230 000 mètres carrés. C'est 2 millions de pieds carrés, ça, là. 4 millions de visiteurs par année. Il y a un monde fou qui va voir ça. Pourtant, j'étais en hiver, là. Il y avait beaucoup de monde. C'est ce qui fait qu'on a eu de la difficulté à stationner. Ça comprend 6 bâtiments. Et moi, je suis allé dans le noyau central, évidemment, là, mais dans la bâtisse principale, je n'ai pas pu tout faire ça. Mais une chose que j'ai trouvée en fouillant,
Comme la ville de Saint-Pétersbourg est sur une zone marécageuse de l'époque et qui a de la vermine, savais-tu que dans le musée, on a 70 chats? Il y a 4 hommes qui s'en occupent. Ah oui. Il y a même une espèce de festival des chats. On fait des œuvres d'art en fonction des chats, etc., dans le domaine. Et à chaque année, il y a une fête spéciale pour la circonstance. Ouais. 4 gardiens, ça. Mais par contre, quand on visite, oublie les chats, là. Et quelle est la différence entre le musée de l'Ermitage et le musée Fabergé? Aucun rapport. Éric, si tu vas à Saint-Pétersbourg un jour, de grâce, Fabergé, c'est pas gros. Je suis arrivé là, il y avait peu de monde. Ça m'a aidé parce que si tu veux voir de l'art dans la plus grande finesse de réalisation, que ce soit des boîtes décoratives. Tu as entendu parler des fameux œufs, qui ont été faits à l'époque des tsars. Alexandre III, entre autres, en offrait un à son épouse à l'époque en 1885. Le musée a recueilli 4000 pièces. Ils ont des boîtes, ils ont des plats, par exemple, qui pourraient servir un punch, des tasses, ça. Mais, attention, c'est pas de la porcelaine fine, là, ça n'a rien à voir. La plupart de tout ça est dans différents matériaux, des pierres précieuses. Et c'est fait avec un raffinement inimaginable. Moi, j'ai photographié tout ce que je pouvais là-dedans. Dans le dossier, il doit y avoir une 50aine de photos. Ce que je vais demander à Claude, là, les photos plein écran. C'est pas ma face qui est importante à la TV, là. C'est mes photos. Parce que Fabergé, écoute, j'y retournerai n'importe quand à cause comment j'étais fasciné là-dedans. Il y a des sculpteurs que j'ai connus à Rencontre des Arts à l'époque qui travaillent avec une minutie hors du commun. Fabergé, là, c'est un niveau que j'ai jamais vu. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec les musées précédents. C'est complètement autre chose. C'est le raffinement à son meilleur. On se transporte maintenant du côté de la cathédrale Saint-Sauveur sur le sang versé. Quel nom? Oui, c'est tout un nom. Oui. En russe, on ne le sait pas trop, là, mais disons en français, c'est la cathédrale Saint-Sauveur sur le sang versé. C'est qu'imagine-toi qu'en 1881, le tsar Alexandre II, il a trouvé la mort, il a été assassiné là. Et ce qu'il y a de fait dans la cathédrale, c'est qu'on a conservé à l'arrière de la cathédrale le pavé. C'est son petit-fils qui a fait construire ça avec des dons, etc., etc. Le gouvernement s'est impliqué là-dedans. On a conservé le pavé où le tsar a été assassiné. On peut très bien le voir. Évidemment, on ne peut pas le photographier facilement parce qu'il y a une certaine distance, là, mais c'est quand même quelque chose de particulier. Et dans ce que je connais de Moscou et de Saint-Pétersbourg, il y a 2 églises très spéciales, et c'est le Saint-Basile de Moscou qui, pour moi, est la numéro 1. Ouais. Il y a le site du Saint-Basile, mais en même temps, il y a la beauté de l'Église. Par contre, quand on entre à l'intérieur de la cathédrale Saint-Sauveur sur le sang versé, imagine, c'est long à dire, ça. La beauté intérieure, là, t'agrandis les yeux. C'est comme Saint-Pierre et Saint-Paul tantôt, là. C'est un peu comme le Saint-Isaac. C'est des couleurs qui sont exceptionnelles. Et là, on est vraiment fasciné. Cette église-là, à un moment donné, durant la Révolution, là, a été complètement abandonnée. On mettait même des patates là-dedans. Ça servait de remise. La Révolution bolchevique. De 1917. Là. Durant la dernière guerre, entre autres,
On a trouvé particulièrement un obus dans le mur de l'église. Il a été là une vingtaine d'années. Puis quand on l'a découvert, évidemment, ça a été tout un processus pour éviter l'explosion. Mais il faut savoir que là, aujourd'hui, cette église-là, d'ailleurs, qui n'est pas complètement terminée. Moi, ma photo de nuit, entre autres, montre très bien l'espèce de dôme sur lequel il y a un genre, pas de toile, mais enfin, ça ressemble à ça, où on est en train de vouloir compléter et réparer parce qu'il y a encore du travail à faire au niveau de l'extérieur. Mais de façon générale, c'est surtout l'intérieur qui, à mon sens, est le plus fascinant parce que l'espace, contrairement au Saint-Basile, où c'est plusieurs petites pièces, là, on est dans un immense espace. Et ce qui est quand même fascinant, puis là, je reprends la dernière émission, puis celle qu'on fait aujourd'hui ensemble, c'est qu'on se rend compte qu'à Saint-Pétersbourg, des lieux d'intérêt, il y en a énormément. C'est une ville fascinante, là. Bon, j'ai été 5 jours et demi, puis là, je n'étais pas en vacances. D'ailleurs, le genre de voyage que je fais, moi, je suis jamais en vacances. Dans le voyage, là, il y a une journée qui va être plus tard, là, qui aurait été une journée de vacances, si on veut. En dehors de ça, je ne m'en vais pas là pour m'asseoir puis jouer aux cartes. C'est les caméras accrochées après moi. Go! Or, Saint-Pétersbourg. Supposons que tu décides, Éric, d'aller faire Moscou, Saint-Pétersbourg, là, en été. L'idéal, garde-toi une semaine à chaque place, minimum, avec guide. Tu vas me dire que seul, on peut se préparer. C'est vrai. Mais... Il y a une plus-value là, avec la guide, évidemment. Écoute, c'est sûr. Je regarde à Moscou, la guide que j'avais, c'était exceptionnelle. Puis Anastasia connaît Saint-Pétersbourg parce que sa grand-mère demeure là. Un soir, elle m'a quitté. Là, j'étais seul. Elle m'a quitté pour aller voir sa grand-mère. Je me souviens très bien. Parle-nous du croiseur Aurora. Oui, le fameux croiseur, là, c'est un bateau musée qui est installé sur le bord de la Neva. Et quand il nous reste 5 minutes à peu près, tu m'avertis, pour que je sache, parce qu'à un moment donné, je me perds dans le temps. Je ne sais même pas où on est rendu. Là. Et c'est drôle, mais j'ai toujours cette question-là en tête. C'est difficile, des fois, de me laisser aller à cause du temps. Bon. Je vais t'aviser. OK. N'aie crainte. Ce fameux bateau-là, il faisait partie d'un trio qui a participé à une guerre japonaise-Russie en 1904-1905. Des 3 qui ont été anéantis par les Japonais, il y en a 2 d'anéantis. Lui a été sauvé parce que le capitaine a réussi à se sauver et à aller se cacher aux Philippines. Et qu'est-ce qu'il a de fascinant, ce croiseur Aurora? Il a été ramené après. Okay. Il est allé à Kronstadt. Il a servi aux étudiants en marine. On l'a réparé. C'était une histoire très longue. On a dépensé pour le ramener, là, comme il est là sur les photos, 840 millions de roubles. C'est pas rien. Et sur le bord de la rivière, on peut le visiter facilement, il y a quand même eu là 28 millions de visiteurs à date. Et c'est depuis 1957 que là, on a décidé d'en faire ce qu'il est aujourd'hui. Et quand on va à Saint-Pétersbourg, il faut voir. C'est un bateau d'histoire importante pour la Russie. Très. Bon. Parlons maintenant de Irkoutsk. Non, on n'ira pas à Irkoutsk tout de suite. Non, tu ne veux pas y aller? Ouais. Pourquoi tu ne veux pas y aller? Je vais y aller, mais je vais te dire pourquoi. Là, il faut que je t'arrête. Toi, évidemment... Il nous reste 5 minutes, Paul. 5 minutes. Il faut que je te retienne tout le temps. Hein. Bon. C'est qu'il y a des étapes là-dedans. Là. On ne peut pas sauter de Saint-Pétersbourg à Irkoutsk comme ça. Là. On doit prendre l'avion. Moscou. OK. Saint-Pétersbourg, Moscou, je ne me rappelle pas si c'est 2 ou 3 heures. C'est pas extrêmement loin. Bon. Pas extrêmement loin. Sauf que à Moscou, après avoir attendu 3 heures, on reprend l'avion, mais là, attention,
on a 5210 km à l'est de Moscou. Supposons, là, mais c'est pas compliqué, c'est Montréal-Paris, 6h30. Supposons que j'ai la carte entre mes deux mains de la Russie, OK? Mets Saint-Pétersbourg sur ma main gauche, qui est à droite pour toi, là. Puis ici, j'aurais Vladivostok à l'autre bout. Irkoutsk, c'est ici. Donc là, tu as fait quoi? Tu es parti de Saint-Pétersbourg, tu es revenu à Moscou, puis de Moscou, tu t'es en allé à Irkoutsk? Oh, on n'avait pas le choix. C'est comme ici, on ne peut pas... Il y a des circonstances, il n'y a pas de vol direct. Donc là, tu as un vol de 2-3 heures, Saint-Pétersbourg-Moscou, puis Moscou-Irkoutsk, c'est combien de temps? 6h30. 6h30. C'est Montréal-Paris. OK. 6h30 de nuit. Alors, tu arrives là-bas le lendemain matin, là. Et il ne faut pas que tu oublies qu'il y a, par rapport à Moscou, 5 heures de décalage. En plus. Ouais. Moi, je suis rendu à 13 heures avec ici, là. J'avais connu 8 heures avant. Je refais un autre 5 heures. Ça s'additionne, ça, mon cher ami. Une question comme ça, pourquoi être passé de Saint-Pétersbourg à Irkoutsk en si peu de temps? C'était ça ta destination? C'était ce que tu voulais faire? Bien, il fallait que je fasse ça. Je n'avais pas le choix. J'avais pas le choix. En Russie, là, je ne pouvais pas... Je ne sais pas comment toi, tu peux voir ça, là, mais je devais passer par Moscou. C'était obligatoire. Ouais, ça, je comprends pour le vol d'avion. Mais pour toi, dans ce que tu voulais voir en Russie... C'est parce qu'il fallait que j'aille à Irkoutsk, parce que le lac Baïkal n'est pas loin. Mais je devais débarquer là, parce qu'on ne pouvait pas sauter au lac Baïkal de même, là. Le lac Baïkal, je vais y revenir, c'est complètement autre chose. Il n'y a pas de monde, là. Ou si peu. Ou si peu, oui. Ou si peu. Ça va... Je ne dirais pas que ça ne vaut pas la peine d'en parler, c'est pas vrai. Mais bon, pour revenir à Irkoutsk, écoute, là, c'est comme faire un deuxième voyage dans le même, quand je fais ce saut-là. Et il y a un détail qu'il ne faudrait pas que tu oublies, là, puis je vais en parler au fur et à mesure. C'est mon costume. Je suis en hiver, mon cher ami. Là, je viens de changer de température. À Irkoutsk, là, on est en Sibérie, au centre de la Sibérie. On est en climat continental, froid, puis parfois fret. Ça peut descendre en janvier à moins 30, moins 35. Là, c'est autre chose. Donc, ça n'a aucun rapport avec Saint-Pétersbourg au niveau de la température. Là. Oublie tout ça. D'ailleurs, je suis parti avec un habit de ski avec lequel je faisais du ski à moins 25. Je vais en reparler de ça, parce que le costume a joué un rôle très important dans mon voyage. C'est pas rien, là. C'est pas un voyage d'été. J'ai maigri 10 livres dans ce voyage-là. C'est pas pour rien. Ah oui, ah oui. Ça te fait rien, je vais finir, écoute. Parce que là, je sais que le temps avance. On reviendra sur mon costume après. C'est bon, j'en prends. Puis, oui, c'est important que je le dise, parce que sinon, il y a une amie qui pensait, elle, que je voyageais là comme en été. Elle oublie ça, là. Ouais. Donc, parle-nous d'Irkoutsk puis de Bon, cette proximité Irkoutsk, avec le c'est lac la Baïkal. ville principale située Ouais. en Sibérie. Il y a une autre ville où j'irai du côté... Là, je suis au nord, j'irai au sud plus tard. Avec 623 000 habitants, c'est quand même une ville importante. C'est un lien très important pour le transsibérien, mais c'est un lien aussi au niveau économique entre l'Est et l'Ouest. Ça, c'est très clair. Mais en même temps, bon, il y a eu la révolution russe. Il y a, entre autres, une centaine de personnes qui ont été envoyées, expédiées en Sibérie. Puis à l'époque, quand on disait la Sibérie, là, c'était pas les conditions d'aujourd'hui. Irkoutsk, là, c'est une ville moderne. Pas à peu près, puis c'est une belle ville qu'il faut voir, surtout à cet endroit-là. Une des grandes particularités, je n'avais parlé en 2018, c'est les maisons de bois, parce qu'il en reste un bon nombre. Mais nous sommes ici en pergélisol. Vous savez que le pergélisol, c'est le sol gelé en permanence. Mais tranquillement, la vie se transforme au niveau climatique. Et ça commence à apparaître? Les maisons qui ont tendance à refouler dans le sol, on est en train d'en réparer un bon nombre, mais par contre, elles ont un attrait fascinant. On est sur le bord de l'Angara et il y a un gars de Saint-Jean, j'oublie son nom parce que il a fait des excursions, lui,
du côté américain, du côté canadien, là, puis je voudrais le nommer, puis je connais assez bien son père en plus. Il doit prendre l'Angara. À un moment donné, je reviendrai Pas là-dessus. M. Tran. Tran. Oui, c'est ça. Tran, c'est parce qu'il communique avec moi de temps en temps sur Facebook. Ça mettra la table pour notre prochaine émission, Paul, parce que le temps file à vive allure. Le temps file? Mais oui, le temps file. Donc, on se reverra la semaine prochaine où on pourra, dans le fond, ça met un peu la table sur Irkoutsk, mais aussi sur le lac Baïkal, sur lequel, bien sûr, on va oui, revenir. parce que là, c'est le nœud de ce que je voulais. Bon. Et c'est la raison qui m'a amené là. C'est pas Saint-Pétersbourg, malgré que c'est une belle ville. On se revoit la semaine prochaine. Merci, Paul. Ah, le plaisir pour moi. Restez là. Au retour, le mot de la fin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge Lemaire. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, gros show cette semaine? Absolument, l'influenceur joannais Sébastien Godette pour H Urbaine et Alexandrine Coursonne en triathlon. L'influenceur Joannet, tu parles de Tigidou. Christian Baudrillard. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Pour les fêtes, il y a différentes façons d'aider l'achat local. On en parlait la semaine dernière avec les érablières, les cartes cadeaux, mais il y a aussi les commerçants du Vieux-Saint-Jean. Donc, pensez au Vieux-Saint-Jean. Il y a des boîtes cadeaux thématiques. Allez sur vieuxsaintjean.com pour avoir toute l'information. Pour me rejoindre par courriel, Éric Laton en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.